Bonjour, c'est Jean Caillot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre. Je vais vous parler d'une rencontre avec Peter, le fondateur d'un centre bien-être à Bali, mais aussi un formateur qui voyage un peu partout dans le monde pour donner des séminaires. Pourquoi est-ce que je suis allé le rencontrer? C'est notamment mon envie d'entreprendre, de créer un métier au service de l'humain, de créer un métier dans la recherche et le développement spirituel, dans l'éveil de la conscience humaine. Tout ceci m'amène à rencontrer des gens comme Peter, des gens qui ont créé des structures, des centres bien-être qui sont ancrés dans la société, en créant un pont entre le subtil et la matière, et ce que l'on vit tous les jours. Et c'était une rencontre très riche dans laquelle on a pu parler de relations, de sexualité dans des relations, mais aussi on a également abordé le sujet de la conscience, du moment présent. Le moment présent, c'est quoi? Et également de nombreux autres sujets, mais tout d'abord, Peter va se présenter. Allez, c'est parti, on y va. Great Spirit, I have had it. Bring me back to the nomadic. Je m'appelle Peter Vritscher. Je suis d'origine anglaise, mais d'une famille mixte, italien, polonais, mais le conditionnement est britannique. Tu parles beaucoup de langues. J'ai fait des études en lettres, surtout français-italien. Et j'ai fait un doctorat où j'avais des chapitres sur l'œuvre de Proust, de Stéphane Mallarmé, Paul Valéry. Donc, ça fait partie de mon éducation. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments déclencheurs. Peut-être des moments que je ne reconnaissais pas autant comme tel. Par exemple, je me rappelle quand j'étais tout petit, peut-être 3-4 ans, ma mère voulait que je prenne une sieste. Alors je me suis trouvé dans une chambre et comme jeune être actif, je ne voulais pas être là, mais les rideaux étaient fermés et je me rappelle cet état un peu où il y a un peu de vent qui secoue les schémas, les patterns des rideaux et j'avais ce moment d'autoconscience. Et c'est un moment très spécial où on se rend compte qu'on est là. Et je pense que c'est le commencement de toute enquête, de toute recherche. J'étais élevé catholique et je me rappelle également dans l'église, parfois je regardais le plafond et à nouveau dans cette ambiance de prière, d'encens, cette ambiance un peu rêveuse où je regarde le schéma, les chevrons sur l'intérieur du toit. C'était aussi un moment de « je suis ici ». Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient-on? Où va-t-on? C'est intéressant
pendant mes études en lettres, je me suis trouvé à l'âge de 19-20 ans un peu perdu. J'étais dans un état de recherche et à un certain moment, un copain a proposé de rencontrer quelqu'un qui enseignait la méditation transcendantale. Et j'étais très pris par une chose que cette femme a dit, que cette méthode est naturelle. Et j'ai commencé la pratique et c'était incroyable parce que presque dès la première méditation, j'ai ressenti cet apaisement où j'étais connecté avec ma source intérieure et en ce moment-là, je me sentais très vieux, un peu dans l'esprit de Mallarmé, c'était Mallarmé ou Baudelaire, la chair est triste hélas, j'ai lu tous les livres. J'étais un peu dans cet état d'aliénation quand j'ai commencé la méditation et pendant cette première méditation, je me suis retrouvé connecté avec quelque chose d'intarissable, de très pur, de très vivant et c'était très très beau. Et puis la semaine prochaine, j'ouvrais les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, où il parlait de son expérience, être couché dans un bateau sur le Léman, je pense, et où le secou des petites vagues gardait sa condition intérieure active, mais en même temps l'apaisait. Il passait dans un état identique à ce que j'avais ressenti dans la méditation. Et j'étais très surpris et curieux par cela. Et j'ai commencé à faire une recherche sur les rapports entre la littérature, les expériences des moments privilégiés, du moi pur, et leur connexion avec l'évolution de la conscience dans et à travers les activités créatives. Ce qu'on peut appeler l'inspiration. L'inspiration. Oui. Le sens créatif. Oui, l'inspiration, comment ça fonctionne véritablement, comment la créativité est à la fois le résultat d'une ouverture de la conscience, d'une sensibilité, et à la fois un moyen d'activer, d'élargir et étendre cette sensibilité. Comme dans les moments aha, eureka. Great Spirit. Très intéressant parce que dans la période avant de commencer ce projet, j'étais beaucoup dans une espèce de meltdown, effondrement intérieur, où beaucoup de choses se transformaient à l'intérieur de moi. Mais presque au moment où j'ai acheté ce terrain, le noyau de ce projet, l'activité ou le travail a changé vers l'extérieur. Avant, je n'avais jamais acheté un terrain, je n'avais rien construit. Et c'est un peu métaphorique de comment les choses se passent ici à Bali. Par exemple, en Occident, si nous avons des difficultés, peut-être on va se retrouver avec un coach ou avec quelqu'un qui peut nous accompagner
dans un voyage vers l'intérieur. Et à Bali, c'est plutôt le contraire, c'est exotérique. On va au temple et on a une cérémonie. On fait quelque chose avec des activités symboliques dans la vie active. Great spirits. Tout à fait. Parce que il y a des points communs, c'est-à-dire normalement si c'est un travail individuel, on est assis, chacun, comme maintenant, toi et moi, et puis il y a une conversation qui commence. Donc il y a des choses comme ça qui sont en commun, mais le contenu, la direction, l'ambiance de chaque conversation est un peu différent parce que l'essence de chaque individu est à la fois touchant quelque chose d'universel et touchant quelque chose qui est complètement unique. Et en plus, on est là ensemble. Donc, il y a mon unicité et la tienne, et nous créons quelque chose ensemble. Il y a un champ qui s'ouvre, qui nous connecte, mais où quelque chose peut apparaître qui peut-être n'était pas complètement anticipé ni par toi ni par moi, mais qui est une surprise qui émerge de notre champ, collectif. Est-ce que tu parles de champ de conscience, de champ énergétique, et est-ce que tu peux décrire un peu plus ce que c'est pour toi vraiment ce lien secret, cette connexion? Un champ, c'est une métaphore qui vient de l'agriculteur, je pense. Mais en même temps, cette parole est très utile parce que ça donne la possibilité de toucher quelque chose qui est dans le seuil, dans la connexion entre quelque chose qui est complètement impersonnel et au-delà de nous et notre vie individuelle. Quand on rencontre quelqu'un qui a une forme extérieure, un visage, un corps, des gestes, des sons qui sortent, mais en même temps, il y a le sens que on n'est pas complètement séparés. Il y a un champ magnétique qui est différent pour chacun de nous, mais on a le sentiment qu'on connecte pas seulement comme deux robots qui échangent des paroles, mais qui a une énergie qui touche. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais on le vit comme ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est exactement ce que je fais, mais c'est une discipline par où je suis passé et qui, dans ma pratique, a évolué avec moi. Au début, aux années 70, le PNL, programmation neurolinguistique, c'était une exploration
de la structure de l'expérience humaine. Et la discipline était focalisée sur ce qu'on appelait modélisation. Donc on cherchait à trouver les structures qui pouvaient décrire, résumer les processus intérieurs qu'on avait pour faire ce qu'on faisait de bien dans la vie. Au début, c'était surtout au niveau sensoriel et physique, comportemental, mais petit à petit, ça touchait des couches plus profondes comme les valeurs, les croyances, les présupposés qui nous aidaient à connecter et gérer notre expérience. Et j'ai commencé, quand la PNL était surtout focalisée sur ces aspects-là, mais avec mon background dans l'exploration de la conscience et des états de conscience éveillés, j'étais intéressé par qu'est-ce que c'est que la conscience, comment c'est relié à notre activité mentale, affective. Et j'utilisais le PNL moins pour ses techniques et plutôt pour une discipline d'écoute et d'observation, discipline de se rendre ouverte et un peu vide pour être pleinement présent au monde de l'autre. C'est une bonne question. Parce que parfois dans le moment présent, c'est important aussi de se référer au passé, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai déjà acheté les pommes de terre? Quand est-ce que je dois me présenter pour le travail? Quand on termine les vacances? Donc le présent, c'est être présent à ce dont on a besoin d'être présent en ce moment. Je pense que ce qui est important, c'est que petit à petit, nous arrivons à résoudre nos peurs, nos craintes, nos contraintes intérieures pour être plus détendu dans le moment. Quand on est plus détendu, on a une plus grande capacité d'être ici et maintenant. Nous avons deux systèmes nerveux, le système sympathique et le système parasympathique. Donc nous avons ces deux côtés, l'un qui stimule l'activité et l'autre qui prêche la calme. Et notre vie a besoin des deux, mais aussi de trouver des moments d'équilibre entre les deux, comme Rousseau dans son bateau. Ce centre bien-être dans lequel on est là, ici et maintenant, ça reflète un peu qui tu es. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un lieu qui est assez... On ressent une tranquillité. On sent que ça a été créé de façon... avec un regard
conscient, c'est ça que je veux dire. Et il y a quelque chose, lorsqu'on vient ici, on sent qu'on est travaillé d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est le lieu? Ou est-ce que c'est l'ensemble? Je pense que c'est l'ensemble. Nous sommes influencés par nos lieux et nous influençons nos lieux. Et c'est vrai que j'ai choisi cet endroit parce que ça me parlait. J'ai eu le coup de foudre, comme c'est ici. Et j'ai beaucoup apprécié cette combinaison. C'était juste là-haut, pas loin de là où on a mangé. Il y avait cette ambiance d'une falaise, la rivière. Et on était dans un petit bois de arbres de clous de girofle. Et c'était comme une combinaison de quelque chose de très vif et très paisible en même temps. Et c'est bizarre parce que j'avais le sentiment que c'est maintenant ou jamais. J'ai rencontré un guérisseur à Bali qui m'a dit une fois que Brahma, le créateur, nous vient à chacun une fois dans la vie pour nous donner quelque chose qu'il faut saisir. Et j'avais cette impression que c'était un moment où je devais saisir. Alors j'ai presque sauté parce que je ne parlais pas indonésien et j'ai sauté avec les deux pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis plongé dedans. tu as fait un saut dans le vide. Oui. Puisque Oui. Parce que t'es passé du coup t'as lâché ta vie du passé Oui. pour t'ouvrir au nouveau. Pour une aventure. Pour une aventure. Oui, j'avais jamais acheté du terrain, j'avais jamais construit une maison. Et c'est très intéressant parce que j'avais très vite la sensation que c'était comme la nature m'avait donné cet endroit pour servir, pour créer quelque chose. Et c'était comme un co-partenariat. Je pouvais amener mon individualité, mes tendances, mais je devais aussi écouter et ressentir quelque chose d'ici. Il s'agit de donner et recevoir. Oui, la nature avait aussi un agenda que je devais servir. Et c'était cette combinaison de initier et de recevoir qui était très important. Donc, depuis le début, nous avons eu une pratique de méditation deux fois par jour ici, où tous les gens qui travaillent ici aussi participent. Et cette méditation quotidienne, les groupes qui sont venus ici, ont amené et donné quelque chose pour enrichir le calme et la qualité d'ambiance ici. Ça se sent. Et... À Bali, ça s'appelle le taksu. Taksu. Le taksu, c'est comme l'inspiration, la qualité qui rend quelque chose puissant, unique. Cet endroit avait déjà une taksu. Une vibration, Oui. chose qui... Oui.
Et cet endroit aide les gens à se connecter avec leur propre taxu. Donc on prend le taxi pour arriver et le taxu Pour aller à l'intérieur. et pour l'exprimer à nouveau. Great Spirit. Un peu partout, du coup, tu voyages, donc tu vas faire des séminaires un peu en Europe et dans différents endroits. Et dans ces séminaires-là, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu enseignes? C'est normalement dans le domaine du développement personnel et aussi souvent dans la formation pour l'accompagnement, pour former les gens à faire un accompagnement de l'évolution intérieure des autres. Ce que j'appelle repatterning ou accompagnement au cœur de l'être. Et récemment, je donne des stages de 4 jours sur ce travail conversationnel qui s'appelle quelque chose comme Conversation en marge du silence. En marge du silence. Oui. Conversations on the edge of silence. Et c'est un premier travail en groupe qui touche les 5 éléments d'une telle conversation. Et ces 5 éléments, c'est quoi? Il y a l'aspect cognitif, les croyances, les convictions, les polarités, les tendances conflictuelles ou complémentaires. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est la dimension énergétique. Comment la tête travaille avec le cœur ou le ventre, comment l'ensemble fonctionne, comment il arrive à connecter ou se trouve déconnecté du monde ou des autres. La dimension métaphorique ou symbolique qui, dans des images, connecte les grandes tendances dans nos vies. Et ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire les présupposés de base qui sont des moteurs derrière tout ce qu'on fait dans la vie. Et le 5e élément, c'est la source. La source intérieure ou extérieure. Ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler la présence. Ça dépend de l'individu, parce que ce qu'on considère être son source, c'est à la fois une ressource et parfois aussi un obstacle. Si on concrétise trop que ça doit être comme ça, c'est ça mon source et pas ça. Et parfois il y a un attachement qui nous mène à réduire la pleine totalité de la vie. Donc parfois la source est aussi quelque chose à transcender. Donc il y a un 6e élément. Si on prend les 4 doigts, la source, il y a la paume, et j'appelle ça au-delà. C'est-à-dire ce qui est innommable, inconcevable, qui est à la fois présent et absent, qui est au-delà de toutes les dualités. Mais qu'on
commence à toucher dans le vécu quand on remarque l'espace vide, comme dans le dessin. Souvent on dessine la main, mais quand on dessine l'espace négatif qui est autour de la forme, on commence à rencontrer ce qui soutient ou contient la forme. Et pour nous, la forme, c'est souvent notre ressenti, nos concepts, nos idées, nos pensées. Tout ça, c'est dans le domaine de la forme, du contenu. Mais avant cela, il y a la présence pure, la conscience pure, ce que Paul Valéry appelait le moi pur, qui est ce qui reste. Il disait comme ce précieux zéro de l'écriture algébrique. Quand on enlève nos habitudes, nos souvenirs, nos mémoires, et c'est l'absence de tout ça. Et c'est ce qui nous donne l'espace pour être pleinement. Tu as parlé des 5 éléments. D'où est-ce que ça te vient? Ça t'est venu? Tu as suivi un enseignement? Quelle est l'origine? Ces 5 ou 6 éléments sont venus petit à petit au long de presque 30 ans maintenant. Quand j'ai commencé ce travail d'accompagnement, je n'avais pas les éléments aussi clairs comme ça. Je travaillais surtout avec l'écoute et sensibilité vers les croyances et ce qui était présupposé par les croyances. Et cette perception de la relation entre le contenu de ce que la personne disait et ce qui était en arrière-plan. Et petit à petit, j'ai ajouté des distinctions. Comme et parfois c'était les autres qui m'ont aidé. J'assistais à un congrès en San Francisco et il y avait une femme américaine qui avait une formation de guérisseur. Et elle est venue à ma séance, elle a dit, ma session, elle a dit « You track energy ». Tu suis les traces de l'énergie. Et j'étais un peu surpris parce que je savais que je le faisais, mais je ne le savais pas. C'était quelque chose que je ressentais, mais je ne savais pas le mettre en mots. Et c'est souvent des choses comme ça qui émergeaient de ce qui était déjà là. J'ai eu des enseignants. J'ai eu plusieurs. Mon premier enseignant, c'était peut-être l'Église catholique. Cette éducation qui nous invite à avoir la conviction que la vie a un sens, dans les deux sens du mot, qui nous rend quelqu'un qui cherche. Il y a Dieu, mais où? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Qui sait? Et puis j'ai découvert la méditation avec Maharishi Mahesh Yogi.
qui était un grand enseignant dans les années 70. J'ai étudié avec quelques grands développeurs du PNL, comme Robert Dilts, qui vient ici à Bali le mois prochain pour un congrès sur la PNL et la spiritualité, la PNL de la 4e génération. J'ai étudié avec un guérisseur balinais qui m'a beaucoup partagé sur l'organisation du corps énergétique et comment l'influencer avec des mudras. Et puis j'ai un enseignant qui est un peu comme un grand arbre. Et quand je médite près de cet arbre, mon corps commence à faire des mudras spontanés, à danser toute seule et de purifier mon corps et mon esprit. Oui. Ou physiquement, tu rentres dans Les deux. les deux. C'est la même chose. Great Spirit, Tenkashala. Tout à l'heure, tu parlais de conscience, quelque chose de plus vaste, une conscience qui nous unit. Et pour toi, elle est extérieure ou intérieure à nous? Il y a beaucoup de gens dans le monde du bien-être qui ont tendance à se séparer ou à s'identifier à quelque chose d'extérieur. Et pour toi, donc, est-ce que c'est intérieur? Qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur? C'est un concept. C'est un concept. Dans un sens, il n'y a pas d'extérieur. Parce que, par exemple, moi je te vois, toi tu me vois, on entend l'oiseau. Mais tout ça a lieu dans notre corps-esprit, dans notre système nerveux. Sans cela, on ne connaît pas l'extérieur. Donc, ce qu'on dit être extérieur est créé dedans nous. Mais de l'autre part, nous savons que s'il y a un mangue ou une pomme, il est à l'extérieur de nous et si on le mange, il devient intérieur. Donc, extérieur, intérieur, ce sont des concepts. Et ce que nous sommes vraiment, c'est au-delà de ces concepts. C'est avant ces concepts. Et c'est extérieur à tous les concepts. Mais en même temps, tous les concepts ne pouvaient pas être perçus sans cet intérieur qui est extérieur à eux. Donc, les différences de cette ponctuation, extérieur-intérieur, c'est un moyen de faciliter la vie. C'est utile de trier comme ça. Mais il y a un prix pour cela. Et le prix, c'est que on vit dans un monde divisé en deux, beaucoup de fois. Et le sens, la direction de notre vie, c'est comme la rivière qui doit quitter ces deux marges, ces deux riverains, ces deux banks, les deux côtés de la rivière. Il doit les quitter pour se retrouver dans l'océan. Dans l'océan, il n'y a plus de séparation entre
rive gauche et rive droite. Great Spirit, to crush your love. La relation, pour ainsi dire, on peut dire que c'est un don de la nature pour nous contraindre à confronter ce problème. Est-ce qu'on est un ou est-ce qu'on est deux? Est-ce que la vie est unité ou est-ce que c'est quelque chose de divisé? Donc la relation, c'est un moyen de nous aider à revenir vers le fait que c'est un peu les deux, qu'on n'est pas séparés, mais on n'est non plus complètement identiques. On voit souvent dans une relation des moments de crise, que ce soit une relation amicale ou de couple, et des moments de crise, des moments où on se reflète en fait. On va se refléter certains schémas, certaines choses. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Et comment est-ce que tu gères ça dans ta vie de tous les jours? Comment? Comment est-ce que tu gères dans ton quotidien ce type d'émotions qui peuvent remonter dans la relation à l'autre? C'est parfois très difficile, n'est-ce pas? Parce que nos relations sont parfois très confrontantes. Ce que j'ai assimilé ici à Bali, c'est que dans un sens, la sexualité est fondamentale au fonctionnement de la nature et de notre nature. Donc la sexualité dedans nous est connectée avec notre capacité de se féconder, de concevoir, de croître, de faire croître et de donner naissance à quelque chose qui est une expression de nous. Et dedans nous, c'est, selon les balinais, connecté avec l'énergie qui monte d'en bas, l'énergie du feu, et l'énergie du ciel, de l'eau qui descend et qui se rencontrent. Et dans la rencontre de ces deux énergies, nous vivons, nous créons. Et le même phénomène est répété dans nos interactions avec les autres. Ça peut être au niveau d'une relation intime, sexuelle ou entre amants ou entre partenaires de vie, où cette dynamique intérieure est connectée avec une dynamique ici et là. Et comment votre énergie du feu interagit avec l'eau quand ça connecte avec moi et mon champ. Et il y a beaucoup de complexité dans cela, et beaucoup de possibilités de joie, d'ouverture, mais aussi parfois des échecs, des frustrations, des rencontres qui vont mal ou nous blessent. Mais dans les deux cas, ça fait partie de cet voyage
de la nature qui a créé un cosmos plein de galaxies, de soleils, de planètes, une nature où on peut commencer dans la mer comme des poissons et finir comme des petits... comment ça s'appelle? Les petites grenouilles tétards? Comme des tétards dans le ventre de notre mère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, nous sommes un fulcrum, un contenant alchimique pour une reprise de l'expérimentation cosmique tous les jours, toutes les vies, pour toucher cette question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que nous sommes? Donc la relation, c'est à la fois notre enfer, ou plutôt l'enfer c'est les autres, ou peut-être c'est mon propre enfer, mais c'est aussi la porte vers ce qui est au-delà du paradis et de l'enfer. C'est la danse cosmique que... Entre le féminin et le masculin. Oui, c'est le grand mystère. Tout a lieu et rien n'a lieu. Donc c'est très important la relation. Les relations, oui, c'est ça. Un sage indien a dit que c'est le yoga de l'Occident. Et également, je souhaitais remercier Peter. Merci à toi. Merci pour m'avoir accueilli avec bienveillance et sympathie dans le centre Nirartha. Et à très vite. À la prochaine. Ciao, bye.